Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Liliane Mastellone-Godin, artiste peintre que j'ai rencontrée au salon littéraire à Arzon le 19 février dernier. Bonjour Liliane. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va, je me sens un petit peu stressée, mais ça mais va. Pas du tout, vous verrez, conversation entre nous, pour nos auditeurs. Merci d'avoir accepté mon interview. Alors je le disais, je vous ai rencontré au Salon littéraire à Arzon le 19 février. Vous êtes artiste peintre, mais vous êtes également écrivain. Vous avez publié des ouvrages en 2021-2022 à la suite d'un concours de la journée du manuscrit francophone, et le dernier ouvrage publié date de 2022 aux éditions du Net, dont le titre est Le carnet oublié, avec le sous-titre suivant Anna au fil de l'art. Parlez-nous de cette aventure d'écrivain. Alors, déjà pour un petit peu introduire mon travail, c'est que mon concept artistique s'appelle Entre plume et pinceau. Donc ça dit pas mal de choses. Oui. Et puis donc mon obsession toujours a été de mêler la peinture et l'écriture. J'ai toujours écrit depuis aussi longtemps que je peins, mais j'écrivais juste pour me défouler, pour le plaisir. Et j'avais quand même décidé depuis un certain temps d'écrire un livre sur la peinture, parce que je suis peintre évidemment, et parce que je voulais parler de mon concept Entre plume et pinceau. Et j'ai tenté de faire une biographie, mais c'était pas du tout, ça marchait pas, ça fonctionnait pas. Alors j'ai eu l'idée d'en faire un roman et de créer une fiction avec des personnages et d'attribuer tout ce que je voulais dire artistiquement à un des personnages, le personnage féminin. Et c'est là qu'est né le concept du roman Anna au fil de l'art, c'est-à-dire une trilogie qui comprend 3 romans, dont le deuxième vient d'être publié, donc, comme vous disiez, en 2022, Le carnet oublié aux éditions du Net. D'accord. Voilà, ça c'est pour l'écriture, parce que comme j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu envie d'écrire, fatalement, un jour ou l'autre, c'est venu et je m'étais dit que ça serait un projet pour quand je serai en retraite. Et je l'ai mis à exécution, même déjà avant, j'ai commencé. Alors, voilà, votre première passion, Liliane, c'est la peinture. Oui, la peinture. Mais la peinture et l'écriture sont venues en même temps. Seulement, j'ai choisi de faire des études artistiques, des études de peinture, que j'ai faites aux Beaux-Arts de Brest, puisque j'habitais Brest. Et puis, tout en peignant, j'écrivais aussi. Seulement, j'écrivais, comme je vous dis, pour me défouler. En fait, c'est une sorte de violon d'Ingres. C'est ma deuxième passion, quoi. D'accord. Et la peinture, j'ai commencé vers 12 ans dans un atelier à Brest aussi, avec un professeur de peinture. Et puis, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient de la peinture aussi. Puis, on s'est plus ou moins retrouvés après aux Beaux-Arts. Et après les Beaux-Arts, je suis rentrée dans la vie active. Et j'ai d'abord travaillé dans la décoration. Et très vite, je me suis lancée dans l'enseignement de l'art. Oui. Ça me passionnait beaucoup plus. Et puis, ça me gardait au contact permanent. Et je dessinais tous les jours comme ça. Donc, et je peignais avec les élèves. Et j'ai créé donc l'atelier Entre plume et pinceau. Je sais pas, ça fait déjà presque une vingtaine d'années au moins. Ah oui. Et j'ai travaillé donc avec un écrivain qui menait la partie écriture et moi qui menais la partie peinture avec l'écriture pour mélanger les deux. C'était une sorte de laboratoire où on étudiait comment mélanger au mieux peinture et écriture. Alors une réalisation très construite et très réfléchie. Ah oui, tout à fait. Ça c'est pas venu par hasard en fait. J'ai pas décidé du jour au lendemain. J'ai mangé de la peinture et de l'écriture. Ça a mûri pendant des années. Enfin ça a essayé de mûrir, ça a eu du mal et ça a fini par trouver son chemin au bout d'une vingtaine d'années quand même d'essais en tout genre. Hein. Voilà, et puis donc j'ai fait cette fameuse peinture que j'appelle une peinture à décrypter, dans laquelle extraits de lettres, de poèmes, de cartes, de plans deviennent un langage plastique en fait.
parce que je mélange tout et ça se mêle aux couleurs, aux formes, aux dessins. Vous voyez? Oui, oui. Et puis la peinture et l'écriture s'unissent presque spontanément sur la toile et ça donne un art hybride que j'appelle la peinture scripturale. Ça, c'est comme la manière dont je l'ai appelée parce qu'il fallait bien donner un nom. Parce que vous voyez, l'écriture, en fait, c'est un dessin, ni plus ni moins. Quand on écrit, on dessine. Oui. Pour moi, écrire une lettre ou un mot, ou dessiner un morceau de bois ou une fleur ou je ne sais pas quoi, ça part du même procédé, en fait. D'accord. Ça se dessine. Alors pour vous, Liliane, c'est en fait une double expression. Oui, exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est une double expression. Entre plumes et pinceaux. Entre plumes et pinceaux. Et comment avez-vous découvert la journée du manuscrit francophone? Car c'est une aventure, cette publication. Ça, oui, c'est une aventure parce que, en fait, une fois que j'ai écrit mon livre, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir en faire parce que j'ai regardé tous les sites d'édition, etc. Et je savais pas par quel bout commencer. Et puis, à dessiner sur mon écran, pendant que je lisais tout ça, un concours qui s'appelait le concours littéraire, le concours francophone, la journée du manuscrit. Je me dis, ben voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais expédier mon roman au concours. J'ai donc rempli le règlement, j'ai suivi le règlement et puis j'ai expédié mon livre. Et je me suis dit, pendant ce temps-là, ben on verra bien, advienne que pourra. Et un mois ou deux, je me souviens plus après, j'ai reçu la réponse qu'il me sélectionnait, que mon roman était sélectionné et donc qu'il serait édité. Eh bien. Et c'est comme ça que ça a commencé. Avec le premier, donc en 2021, avec Anna au fil de l'arche, ça s'appelait Souvenirs en garde à vue, parce que c'était très basé sur les souvenirs artistiques et autres. Oui. Et puis le deuxième, Le carnet oublié, qui est un carnet dans lequel je prends plein de notes et puis qui avait été oublié. Voilà. Alors, en préparant cette interview, vous me disiez, vous aviez utilisé l'expression d'écriture clandestine. D'écriture comment, vous dites? Clandestine. Quelque chose qui pour vous était très très personnel, très intime, et que vous avez pris c'est ça, vous avez raison. Oui, c'était de l'écriture clandestine, exactement, parce que j'écrivais en fait tout ce qui me passait par l'esprit, tout ce qui me passait par le cœur, tout ce qui me passait par la tête, tout ce qui est intime et qu'on n'écrit pas ou qu'on ne parle pas autrement. Vous voyez, c'est ce que j'appelle mon écriture clandestine. Et donc, vous avez pris la forme, le genre littéraire du roman. À la fois, on y met des choses très personnelles, surtout quand c'est un premier roman. Mais en même temps, on peut aussi y mettre des messages et puis parler de choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Oui, exactement. J'y parle beaucoup de la nature, par exemple, parce que c'est dans la nature que je capte tout. Je vais marcher tous les jours parce que j'en ai besoin, parce que tous les jours, je trouve des idées dans la nature. C'est là où je trouve toute mon inspiration, en fait. Et donc, la nature me tient particulièrement à cœur et je parle beaucoup de la nature dans mes romans. Et puis, également, des gens, de la vie toute simple, tout ce qu'on fait tous les jours, vous voyez, au quotidien, notre vie, la vie, tout simplement. En fait, le lien. Oui, parce que la vie m'inspire. Il n'y a pas besoin d'aller sur une autre planète pour être inspiré. Je trouve qu'on fait plein de choses dans la vie qui sont passionnantes. Si on regarde un peu autour de soi, si on écoute les gens, je m'aperçois, par exemple, dans mes romans, que j'écris certaines choses que j'ai entendues des gens raconter il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 10 ans, où j'ai lu quelque part des morceaux des bribes de choses qui m'ont inspiré à autre chose, et ainsi de suite, vous voyez. Oui. Donc pour vous, c'est important les rencontres, l'échange avec les autres. Ça vous nourrit, Liliane. Ah, complètement. Parce que les gens parlent dans la vie. Je sais pas, un repas, n'importe où, on va chez quelqu'un, ou quelqu'un vient chez soi, on raconte des histoires. Je les écoute, mais pas en me disant que je vais en faire quelque chose. Seulement, pendant que je suis en train d'écrire, ces choses-là me viennent. Elles me viennent spontanément, comme si elle me disait, il faut m'écrire, quoi. Il faut garder ça. Ça vient, et donc j'écris. Des fois, j'enlève des choses après, mais j'écris comme ça vient. D'accord. Un peu comme en fait, je travaille un peu comme en peinture, parce qu'en peinture,
je prépare tout, je réfléchis à tout, je compose, je fais plein d'esquisses, si c'est des fleurs par exemple, je photographie pour avoir bien les couleurs, je fais plein de choses. Je prends des notes sur nature, des fois je fais complètement ma toile sur nature, ça dépend. Ça dépend si je suis de passage ou bien si je peux rester plusieurs jours. Et après, eh bien, je compose tout ça et après j'en fais une toile. Mais après, une fois que je suis sur la toile, quand je commence à peindre, les choses s'installent toutes seules et parfois des choses malgré moi. Et je me dis là que c'est mon subconscient qui fait autre chose que ce que je veux. Et à la fin, je me dis c'est bizarre, j'avais cette idée là au départ, c'est transformé au fil du temps qu'à la limite c'est à peine si je reconnais ce que je voulais faire, quoi. Alors vous êtes connecté à vos émotions et puis ensuite vous lâchez prise. Voilà, c'est ça. En fait, je suis hyper rigoureuse pour démarrer et après je lâche prise. Parce qu'après, c'est plus moi qui mène, c'est presque mes pinceaux, ma main, et mon cerveau qui mène la danse après. C'est plus ce que je décide de faire, mais c'est des choses presque qui se font elles-mêmes et je trouve que pour l'écriture, c'est exactement le même principe. Je pars de quelque chose, une simple phrase, par exemple, et puis après, c'est comme si les choses venaient d'elles-mêmes, toutes seules. Donc vous êtes et dans pourtant, une sorte... je peux vous dire que je suis rigoureuse pour le démarrage exactement comme j'avais fait des plans à n'en plus finir pour mon premier roman. Et en fait, une fois que je me suis mise à écrire, je regardais même plus le plan parce que ça c'est tellement vite sorti du plan que je pouvais plus me servir de mon plan, en fait. À part pour quelques gros points pour me rappeler que je voulais parler de ci ou de ça, quoi, mais autrement... Oui, une sorte de travail méthodologique. Comment ? Il y a un travail méthodologique, un peu comme un puzzle, et puis ensuite vous laissez les choses venir. Et voilà, exactement. C'est tout à fait ça. En fait, le principe créatif, il nous échappe très vite. C'est-à-dire qu'on a des règles. Hein. J'ai quand même appris certaines choses quand j'étais étudiante. Et puis, je suis les règles. Je démarre avec des règles. Et puis après, tout part tout seul. Tout explose. Une question que je voulais vous poser, Liliane, depuis que vous écrivez, enfin depuis que vous avez été publiée plus précisément, en quoi ça a changé votre manière de peindre ? Est-ce qu'il y a eu un tournant, un changement ? Oui, il y a eu un tournant pour la bonne et simple raison que au début, je ne me destinais pas à arrêter la peinture, même pour quelque temps. Et je faisais une semaine peinture, une semaine écriture, et puis finalement, c'était très difficile parce que j'arrivais pas à être créative dans les deux en même temps. Ça fonctionnait pas. En fait, c'est le Covid, en quelque sorte, qui a mis un peu l'arrêt à ça. Oui. Parce que j'étais tellement malade, j'ai attrapé le Covid tout au début, j'étais tellement malade que j'avais plus la force de peindre. J'étais bien trop fatiguée. Alors, comme j'avais commencé mon roman, je me dis, je vais me mettre à mon roman et tant que je pourrais pas reprendre la peinture, et c'est comme ça, j'ai consacré après 8 ou 9 mois rien qu'à écrire, et puis voilà, et puis après j'ai fait ma peinture normalement. Et je ne peins plus qu'entre deux romans. Par contre, je dessine entre deux. Vous dessinez, et vous dessinez quoi ? Oui. Je dessine beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, j'adore dessiner à la plume. Ça correspond un peu à l'écriture aussi. J'adore dessiner à la plume. Et j'ai fait là en ce moment, je suis en train de faire une série d'un château que j'ai vu à comment ça s'appelle déjà ? Le château du Guildo. C'est du côté de Saint-Jacques-de-la-Mer. Il y a là un magnifique château en ruine. J'ai fait des dizaines de photos et je travaille. J'ai fait des dessins à la plume d'après ces photos. Je voudrais en faire un carnet entier. Pour l'instant, j'en ai fait que 3 ou 4. Et je fais beaucoup de travail à la plume. J'ai toujours adoré le travail à la plume parce que le travail à la plume, c'est reposant, c'est une petite surface par rapport à une toile, par exemple. Et je trouve qu'on y met peut-être plus sa personnalité parce que c'est plus intime, on se sent moins regardé, moins observé. Quand on peint une toile, par exemple, dehors, vous avez des dizaines de personnes qui viennent vous regarder. Quand vous peignez dans un atelier avec des gens, il y a du monde qui regarde.
Vous voyez, c'est alors que personne ne regarde un petit dessin à la plume que vous êtes en train de faire tranquillement sur votre bureau. Oui, oui. Ça vous permet aussi peut-être une reconnexion avec vous-même et puis revenir peut-être aux Oui, fondamentaux. tout à fait. Ben, vous dites exactement ce que je ressens, c'est-à-dire que je suis vraiment complètement avec moi-même dans un dessin à la plume, alors que des tas de choses m'échappent dans une peinture, comme dans un roman d'ailleurs. Oui. Alors le dessin, ça ramène aussi à l'enfance, hein. C'est-à-dire tous les enfants dessinent. Ils ne se posent pas la question. Quand vous demandez à un enfant, bah, fais-moi un dessin, c'est très rare qu'il vous réponde, je ne sais pas. Il dessine. Oui. Et peut-être que c'est justement ce retour à des gestes simples, je dirais, voilà, de découverte aussi, de première création qui vous plaît peut-être. Oui, j'adorais dessiner. Depuis que je sais même pas quand, comme je dis, je suis peintre depuis avant ma naissance. Et j'ai toujours dessiné du plus loin que je me souvienne. C'était mon occupation. J'allais jouer dehors avec tout le monde et puis dès que je me disputais avec quelqu'un, je rentrais pour dessiner parce que ça devait me faire du bien, ça devait me défouler de mes mécontentements. J'ai toujours adoré dessiner. Et souvent, je dessinais et quand je suis arrivée vers les 11-12 ans, que j'ai commencé à beaucoup lire, eh bien, j'avais envie d'écrire aussi, hein. C'était les deux, hein, peindre et dessiner, écrire et peindre. Vous aviez besoin d'extérioriser peut-être certaines choses et en même temps de pouvoir vraiment vous exprimer, encore une fois, une double expression, hein. Pour vous, c'est une sorte de complétude. Ah oui, tout à fait. Complètement. C'est exactement ça. Et puis si vous voulez, j'ai été aussi en Italie, je devais avoir 7 ans et dans les églises, il y avait des peintures. J'ai vécu là-bas, je suis restée là-bas 8 mois parce que j'ai été malade et puis que on m'avait emmené là-bas comme c'était un pays plus ensoleillé et plus sec que la Bretagne. J'avais été en quelque sorte en convalescence là-bas. Je suis restée 8 mois là-bas et dans les églises, qu'est-ce que je voyais de la peinture? J'ai été fascinée. Je serais allée à l'église tous les jours pour rien que pour voir les peintures sur les murs. Tellement c'était beau. Alors, quand on est artiste peintre, on prend aussi du temps pour contempler les œuvres des autres. Ah oui, alors je vais dans les expositions. Oui, alors parlez-nous justement Oui, parlez-nous des expositions. Je sais pas si j'en ai parlé, mais je suis allée à l'Atelier des Lumières voir Chagall et puis Paul Klee. Oui. Et ça m'a rappelé que moi, je suis passionnée par la peinture et l'écriture, et que beaucoup de peintres ont essayé de peindre la musique. Je pense à Paul Klee. Déjà, il était musicien, il jouait du violon et ses parents étaient musiciens. Mais pas que. Raoul Dufy aussi essayait de peindre la musique. Beaucoup de peintres. Chagall était séduit par la musique. D'ailleurs, pour ça, il a choisi les couleurs du plafond de l'opéra en fonction des musiques des musiciens, des musiciens qu'il aimait. Donc, je pense qu'il y a un lien entre les arts, mais un lien très très puissant en fait, et que selon la culture qu'on a eue, on ira vers la peinture et la musique, ou vers l'écriture et la musique, ou vers la danse et la musique. J'ai même essayé avec la danse, alors, parce que toujours j'ai eu, comme j'avais la chance de travailler dans une maison de la culture, j'avais tous les arts à portée de main. J'ai tenté la peinture avec le théâtre, la peinture avec la danse, la peinture avec tout, quoi. C'est avec la musique que personnellement j'ai le plus de mal parce que je suis vraiment pas du tout musicienne. C'est vraiment pas. J'ai souffert de la musique comme personne. J'ai eu un prof de musique au lycée dont je me souviendrai tout le reste de mes jours, qui pensait qu'on pouvait faire rentrer un art à coup de bâton en quelque sorte. Enfin, je me serais fait tuer par elle parce que je n'arrivais pas à reconnaître une note d'une autre note de musique. Donc j'ai vécu l'horreur en musique et je crois que j'arriverai jamais à m'y faire. Par contre, j'aime les chansons, j'adore les chansons parce que ça parle, ça dit quelque chose. Oui, en fait, vous aimez les textes. Oui, j'aime les textes. Ah oui, c'est pour ça que j'adore, par exemple, Alain Souchon, parce que ses textes me fascinent. Il fait des choses extraordinaires avec quelques mots. Lui, je sais pas comment il y arrive, mais oui, je lis beaucoup ses textes parce que je trouve que c'est fascinant de pouvoir écrire des chansons extraordinaires avec des tout petits textes, avec des petits mots, avec des mots simples. C'est ça que je veux dire, avec des mots de tous les jours, quoi, vous voyez. Il n'a pas besoin de mots ultra sophistiqués.
compliquées, ni d'idées très complexes. Et il fait des choses. Enfin, c'est lui. Je sais pas si bien à l'esprit là, parce que vous venez de me dire, je sais plus quoi d'ailleurs. Vous me parlez des textes lui, qui me séduisent. C'est vrai, c'est le texte. Je suis fascinée par les textes. Et le rythme aussi. Oui. Quelle place joue le rythme? Quelle place joue le rythme dans votre art? Beaucoup. Justement, le rythme, c'est une des premières choses que j'ai apprises dans les cours, c'est-à-dire à donner un rythme à l'ensemble de l'œuvre. Vous voyez, que ça suit un mouvement, hein, une peinture suit un mouvement. Une fleur en plein milieu. Je vous dis ça, vous savez pourquoi je suis juste devant un tableau de fleurs qui est devant moi? Eh bien, il suit un rythme, c'est-à-dire que ça part d'un côté, ça fait une courbe, ça descend et ça remonte. Alors, parlez bien devant votre téléphone, Liliane, car la liaison n'est pas bonne. Ah, j'ai bougé. Parce que j'ai voulu. Oui, parce qu'on parle du rythme. Vous montrer le voilà. rythme, en fait, on parle du rythme et du mouvement, et donc vous avez bougé votre téléphone. Voilà. Donc ça va, on vous entend à nouveau, Liliane. Prenez garde, car les auditeurs ne vous entendront plus. Non, c'est. Non, mais voilà. Désolée parce que. Mais vous étiez en balade, là. Vous étiez en balade dans la nature, tout en parlant du rythme. Je me rapproché de ma toile, comme si j'allais pouvoir vous montrer le mouvement à travers le téléphone. Et oui, et surtout pas. Vous savez, à la radio, le son, c'est sacré. Alors, je vous ai rencontré à ce salon littéraire à Arzon. Est-ce que vous faites beaucoup d'expositions dans l'année? Des expositions de peinture, vous voulez dire, ou bien des... Oui, les deux, de peinture, et puis présenter votre manuscrit. Expositions de peinture, j'en ai fait beaucoup. Là, la dernière chose que j'ai faite, c'était juste avant le Covid. J'ai fait un concours de peinture nationale à Villeurbanne, et j'avais eu le premier prix pour mon œuvre. Félicitations. Mais des expositions, autrement, depuis, je n'en ai pas. J'ai pas eu envie d'en faire parce que je trouve que c'est une corvée de traîner des dizaines de toiles dans une voiture. C'est beaucoup de boulot. La dernière fois que j'ai fait une grande exposition à Brest, dans le cadre de Brest 2012, des tonnerres de Brest, eh bien, beaucoup de toiles ont été abîmées. J'ai été obligée de les retravailler en revenant, et donc je préfère les concours, parce que dans les concours c'est 3 ou 4 toiles. Oui. Si vous êtes apprécié, ben ça motive, quoi. Alors que les expositions, eh bien c'est bien, plein de monde, vous voyez des tas de gens, mais déjà c'est rare qu'on vende grand chose, et ensuite c'est beaucoup de travail. On est là pendant des jours, des heures, attendre que les gens passent, et ça me plaît beaucoup moins personnellement. Et j'ai tenté des galeries quand j'étais jeune, j'ai fait porte à porte dans les galeries parisiennes, et plus tard à Rennes, parce que j'ai habité quelques années à Rennes. Mais les galeristes, ils regardent même pas ce qu'on fait de toute façon, ils veulent même pas savoir. Ils ont déjà ils vous répondent tous la même chose, qu'ils ont déjà leurs artistes et qu'ils veulent pas en voir d'autres. Et quand vous tombez sur une galerie qui veut bien vous prendre, ça coûte un prix exorbitant, donc j'ai renoncé aux galeries depuis longtemps. D'accord. Et lors des expositions ou dans votre atelier galerie, vous rencontrez votre public, en tout cas des visiteurs. Quels échanges avez-vous? Oui, quand je fais des expositions, je rencontre beaucoup de monde. Oui, à Brest en 2012, et puis l'année suivante en 2013, j'ai rencontré des centaines de personnes, un millier à Brest. Il y en avait un paquet, hein. Autrement, dans les expositions ici, il y a moins de monde, hein. Parce que les gens, je trouve qu'en région parisienne, ils vont beaucoup plus ils vont sur Paris, ils vont très peu dans les salons autrement. D'accord. Pas beaucoup. Ils vont juste pour se promener comme ça. Mais bon, la plupart des gens, ils vont plutôt dans les salons. Dans les grandes expos à Paris, il y en a tellement. Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Même moi, c'est ce que je fais, hein. Je vais pas dans les salons, un peu partout. J'ai besoin de voir des artistes confirmés c'est ça qui m'aide dans mon propre travail aussi. Ça m'intéresse plus à mon niveau d'aller voir des peintres amateurs dans les petits salons comme il y a dans les petites villes ou partout ici où j'habite, par exemple. Parce qu'on a affaire très très rarement à des gens du métier. Ce sont des peintres, parfois d'excellents peintres, mais qui sont des amateurs qui peuvent naturellement pas m'enrichir par rapport aux
au grand peintre, au grand maître, quoi. D'accord, vous avez besoin de vous Quand confronter. j'étais plus jeune, je le faisais, ça, mais maintenant, ça m'apporte plus rien, donc ça m'intéresse beaucoup moins. Mhm. Nous arrivons donc au terme de notre interview, Liliane, et Oui. pour chacun de mes invités, je tends une carte blanche afin de leur permettre d'aborder un sujet qui leur tient particulièrement à cœur et qui n'aurait pas été évoqué pendant notre interview. Alors, quelle est cette carte blanche pour vous, Liliane ? Moi, cette carte blanche, c'est l'exposition que j'ai vue en 2008, je crois, au Musée national de la Marine sur sur l'expédition La Pérouse, qui s'appelait le mystère La Pérouse, parce que j'y ai découvert des choses absolument extraordinaires qui ont été ressorties de la mer 2 siècles plus tard, y compris des graines d'une plante, des graines de banksia qu'ils ont tenté à Brest de faire repousser, de faire éclore. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, mais elles étaient tellement bien conservées que ça aurait été possible, si ça aurait pu être possible, quoi, qu'elles se transforment en plantes. Ça s'appelait des banksia, des graines de banksia. Et puis donc j'ai vu toutes ces choses, ces objets qui ont été sortis de l'eau, y compris il y a eu un squelette qui a été sorti, le squelette soit du curé, soit du médecin, parce on a trouvé à côté de ce squelette les objets de culte et puis les objets de médecine. Donc on savait que c'était forcément l'un ou l'autre et qu'ils se fréquentaient beaucoup les deux, le médecin et le curé du bord, parce qu'évidemment il y avait beaucoup de malades. Et puis cette expédition, on s'est posé des questions pendant des siècles, c'est le cas de le dire, parce que les deux frégates, on se demandait comment les deux frégates pouvaient avoir sombré en même temps. Et c'est ce qui s'est produit. Et il a fallu, ils ont retrouvé quelques objets par-ci par-là, mais ça a été surtout les fouilles des années 2005, 2008, quelque chose comme ça. Ils ont fait des grandes fouilles et c'est là qu'ils ont trouvé tout, en fait, le canon, les objets, la vaisselle qu'ils avaient achetée en Chine, enfin plein de choses comme ça. Mais La Pérouse expédiait depuis son bateau, il expédiait à chaque rencontre de bateaux français dans les ports tous les dessins qui avaient été faits, toutes les expériences qui avaient été faites, toutes les notes qu'ils avaient prises partout, ils expédiaient ça. Donc on a beaucoup d'informations jusqu'au jour où il y a plus eu aucune nouvelle. Et on dit que Louis XVI, juste avant de passer à l'échafaud, puisque c'est lui qui avait instauré cette expédition, a demandé: a-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse? Et donc, voilà, cette histoire m'a fascinée. Oui. Vraiment m'a complètement subjuguée. C'est là, à partir de là, que j'ai vraiment bien réussi à mêler la peinture et l'écriture et tout ce que je voulais mélanger ensemble. Oui, en fait, c'était en fait une rencontre, un petit choc aussi émotionnel pour vous. Ça a été un choc terrible. Vous me direz qu'il se passe des drames partout dans le monde, mais bon, ça m'a choqué de manière différente. C'était à la fois beau et prenant. Ça me prenait les tripes. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vu aussi la tête d'un des personnages dont on avait retrouvé le squelette, qui a été reconstitué par un sculpteur, et puis c'était vivant, c'était impressionnant, et j'ai vu l'écriture de Louis XVI, c'est-à-dire son livre sur lequel il donnait toutes ses directives pour ce voyage, qui était en fait un voyage de découverte, qui n'était pas du tout un voyage belliqueux pour aller agresser qui que ce soit. Il n'y avait que des canons d'autodéfense. Il y avait rien, et beaucoup de choses, beaucoup de plantes, beaucoup de choses à apporter pour donner aux gens qu'ils rencontreraient sur leur passage. C'était pour aller à la découverte du monde, en quelque sorte. Oui, c'est une très très belle histoire avec des thèmes très très étonnants, et aussi des ingrédients pour vous du romanesque, voilà. des sentiments et de l'aventure.
Voilà. En fait, j'ai trouvé mon fil conducteur à travers cette histoire, le mystère La Pérouse, parce que c'est une histoire ancrée dans l'histoire. Une sorte c'est une aventure dramatique, hein. Et dedans, il y avait tout à peindre, à écrire, à imaginer. Oui. Il se trouve qu'il y avait des savants à bord, des écrivains, des peintres, des botanistes, et tout était dessiné à l'époque. Il y a eu toutes ces fameuses planches, toutes les planches qui sont les planches du muséum, les vélins du muséum. Il y a plein de planches là-dessus qu'on ne peut pas voir malheureusement, mais qu'on connaît quand même dans les livres. Et ça m'a toujours fasciné, ces dessins-là, les dessins des planches botaniques. Tout ça, j'ai toujours adoré ce type de dessin, mais de redessiner une chose telle qu'elle est, un iris tel qu'il est, et après pouvoir l'interpréter, faire comme je voulais, et en peinture si vous voulez, mais j'aime bien à la base dessiner de manière très précise pour pouvoir interpréter de la manière que je veux ensuite. Oui, donc parce que je possède mon sujet à partir du moment où oui, c'est ça, je le fais avec précision. C'est ça, c'est que le dessin vous permet aussi de garder une certaine maîtrise dans ce que vous voulez faire. Voilà. C'est votre main qui est présente, qui vous guide, et voilà, vous avez sans doute, vous avez l'impression vraiment de posséder votre sujet. Exactement, tout à fait. De faire corps avec lui. Exactement. Et puis il y a une chose que je voulais dire et qui est hyper importante, c'est que quand j'étais aux Beaux-Arts, on allait à peu près une fois par mois à la fac des sciences, et on avait des plantes qu'on allait chercher avec les étudiants botanistes. On avait des plantes et on nous les préparait. Ils faisaient des coupes, et nous on était chargés les étudiants en sciences, eux, ils avaient leurs consignes, et nous on était chargés de redessiner ce qu'on avait vu dans les microscopes à partir des coupes de plantes, vous voyez. Et c'est là que j'ai appris à voir l'intérieur des choses. Et je trouvais ça absolument fantastique. Et j'ai toujours gardé en moi cette histoire que chaque chose que je dessine a quelque chose à l'intérieur, y compris les gens. Il y a quelque chose à l'intérieur, vous voyez. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune frontière pour moi entre l'abstraction et la figuration, parce que je peux décider de dessiner un arbre à partir de son écorce, de l'intérieur de son écorce, de sous son écorce, ou bien à partir de son extérieur, ou bien à partir des oiseaux, des insectes et tout ce qui va avec un arbre, les saisons, etc. Vous voyez, l'intérieur a autant d'importance, et pourtant quand vous dessinez l'intérieur d'une herbe, d'une plante, d'une fleur, vu au microscope, celui qui voit le résultat en peinture ne peut pas deviner qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait réel, puisque c'est la nature sous son angle. Ça passe du tout petit au grand par la loupe binoculaire ou le microscope. Et donc, ça devient une peinture abstraite pour celui qui regarde, mais complètement figurative pour celui qui la peinte, comme moi, par exemple. Quand je faisais des peintures d'après ce que j'avais vu au microscope, tout le monde voyait ça comme de l'abstraction, alors que pour moi, c'était de la figuration à l'état pur, puisque je ne faisais que redessiner et reprendre les couleurs de ce que j'avais vu dans le microscope. En fait, vous aimez, façon de voir les choses. C'est ça, vous aimez vous approprier la matière. Oui, tout à fait. J'ai besoin de m'approprier les choses et de les comprendre de l'intérieur pour pouvoir les restituer. Pour pouvoir les restituer, exactement. Eh bien, Liliane, nous arrivons à la fin de cette passionnante interview. Je tiens à vous remercier du temps que vous nous avez consacré pour Radio Rivage, nos auditeurs, pour mon émission Au fil du lien. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie, infiniment même. Je vous dis à bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.